Bien, lors de la vidéo précédente, je m'étais arrêté sur la chaîne de valeur du cacao, hein, qui en comparaison de la chaîne de valeur de l'iPhone montrait comment de nombreux pays du Sud ne valorisaient pas assez leur production. Euh, Certains pays asiatiques comme la Corée du Sud, eux, ont par contre réussi à remonter les chaînes de la valeur ajoutée industrielle pour se développer. C'est-à-dire que parfois ils étaient au niveau, par exemple, de la production de composés, et puis finalement ils ont évolué, ils ont remonté la chaîne pour devenir, par exemple, à l'origine de la conception du produit, hein. Je prends, regardez, pensez à des marques comme Samsung, par exemple, dans la fabrication également de smartphones. Donc grâce à des exportations de produits à faible valeur, ces produits d'Asie comme la Corée du Sud, ils ont acheté des brevets, c'est-à-dire des titres de propriété, hein, d'invention par exemple. Ils ont attiré des firmes étrangères en se spécialisant de plus en plus dans des productions électroniques et numériques. Et donc, du coup, ils ont pu en tirer leur épingle du jeu et donc remonter au niveau de la chaîne de valeur, c'est-à-dire se retrouver plus proche de la conception que proche de simplement la production. Donc, de se rapprocher, quand vous remontez dans la chaîne de valeur, plus vous êtes au sommet de la chaîne de valeur, c'est-à-dire plus vous êtes proche ou plus vous êtes à l'origine de la chaîne de valeur, la conception, si vous voulez, ça dépend dans quel sens on se place, eh bien, plus les bénéfices engendrés vont être importants. Et plus vous êtes à la base, par exemple dans la chaîne de valeur du cacao, les pays producteurs qui sont à la base, eh bien, eux, justement, leurs bénéfices sont faibles. Ceux qui vont faire beaucoup de bénéfices, c'est les différentes personnes que l'on va retrouver tout au long de cette chaîne de valeur, donc les négociants, puis les fabricants, puis les magasins, et jusqu'en arrivant au point final, au consommateur. Alors, si on a vu dans le petit 1 de ce grand 2, les espaces de production se réorganisent et pas 2 réorganisent. Si on a vu dans le petit 1 qu'une nouvelle division internationale du travail a été mise en place, il faut faire toutefois attention, hein, et on va le voir dans le petit 2, il y a des acteurs qui sont toujours essentiels dans cette division internationale du travail, et notamment ceux qui sont à l'initiative de cette division internationale, c'est-à-dire on va voir le poids prépondérant des firmes transnationales ou des FTN. Pour vous donner juste un chiffre, les 100 plus importantes FTN du monde, donc les 100 plus grandes firmes transnationales du monde, comme Apple, Google, Amazon, Alibaba, etc., eh bien, elles fournissent à elles seules, ces 100 entreprises, 10% de la richesse mondiale, donc 10% du PIB mondial, alors que finalement, elles ne représentent que 0,1% des entreprises de la planète. Donc, elles représentent 0,1% des entreprises de la planète, et pourtant, elles fournissent 10% du PIB mondial. Ça vous montre la part qu'elles occupent. Au total, vous avez environ 107 000 firmes transnationales qui contrôlent près de 910 000 filiales, c'est-à-dire, hein, entreprises qui sont liées à ces firmes et qui se situent à l'étranger. Donc il y a des FTN géantes, hein, qui se développent désormais, hein, notamment dans la haute technologie, hein. On va en revenir. On va y revenir, pardon. Ici, vous avez les 10 plus grandes entreprises du monde par chiffre d'affaires. Alors, la plupart sont situées aux États-Unis et en Chine, et un petit peu en Europe de l'Ouest aussi, hein. Donc, on retrouve les trois principaux pôles économiques mondiaux. Donc, Walmart, c'est une entreprise de grande surface, hein, un peu l'équivalent, si vous voulez, de Carrefour en France ou je sais pas moi, Leclerc. Donc, avec un chiffre d'affaires en milliards de dollars en 2016 de 485 milliards de dollars, donc des chiffres inimaginables. Derrière, vous avez trois entreprises chinoises dans le domaine de l'énergie, hein, hydrocarbures et électricité. Puis vous trouvez deux entreprises d'automobile, Toyota et Volkswagen pour le Japon et l'Allemagne. Puis la Royal Dutch Shell, c'est-à-dire l'entreprise Shell, c'est de nouveau les hydrocarbures. La Berkshire Hathaway, une société d'investissement américaine. Et puis Apple, informatique, États-Unis, et ExxonMobil. Donc ça, ce sont les 10 plus grandes entreprises du monde par chiffre d'affaires. Donc on a aujourd'hui de plus en plus de FTN géantes qui se développent, notamment dans la haute technologie, hein, à l'image des GAFAM qu'on a déjà cités, hein, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft.
et leur force d'investissement de ces GAFAM est considérable, hein. Comme ils sont extrêmement riches de plusieurs centaines de milliards de dollars, ils sont capables de lever des fonds d'investissement, d'entreprises d'investir dans de nombreuses startups qui vont contribuer à améliorer sans cesse leurs produits et améliorer en conséquent les nouvelles gammes et faire en sorte que leurs bénéfices perdurent. Donc ces firmes transnationales, elles ont un rôle majeur dans le fonctionnement au quotidien des espaces productifs, puisqu'elles vont conditionner notamment, on l'a vu précédemment, la nouvelle division internationale du travail. Ce sont des entreprises géantes et elles bénéficient de leur taille, car la taille permet aux grandes entreprises de faire ce qu'on appelle des économies d'échelle, c'est-à-dire d'avoir une baisse du coût unitaire de fabrication d'un produit. Donc le produit à l'unité va coûter moins cher. Et cette baisse, elle est obtenue par une entreprise en accroissant sa production. Plus la production est importante, plus c'est mathématique, le produit va coûter moins cher. Parce que, ben, par exemple, si vous devez fabriquer, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, ben, des téléphones et qu'il vous faut, je sais pas moi, du nickel, eh bien, si vous achetez 100 tonnes de nickel, eh bien, c'est comme ça, c'est le commerce, vous obtiendrez un meilleur prix que si vous en achetez 10 tonnes. Si vous en achetez 10 tonnes à un producteur, eh bien, il vous vendra le prix de la tonne plus cher que si vous en achetez 100 tonnes. C'est le commerce. Et donc, forcément, plus l'entreprise est grande, plus elle peut acheter de grandes quantités et plus elle va faire ce qu'on appelle des économies d'échelle. Et donc, plus elle va pouvoir également augmenter sa production et obtenir, encore une fois, une baisse du coût de fabrication du produit. Donc, ces économies d'échelle sont favorisées par la grande taille de ces entreprises gigantesques, hein. Et en profitant des économies d'échelle, ces grandes entreprises, ces grandes FTN, organisent des chaînes de valeur en cherchant à produire le plus efficacement et au moindre coût, n'hésitant pas pour cela à délocaliser ou à faire appel à des sous-traitants. Donc la taille permet également aux entreprises en dehors des économies d'échelle d'améliorer leur capacité d'investissement. La majorité des investissements directs de l'étranger relèvent de stratégies de conquête de nouveaux marchés par les firmes. Euh, Conquérir de nouveaux marchés, c'est-à-dire conquérir aussi de nouveaux clients, donc augmenter les ventes. Et par leurs investissements directs à l'étranger, eh bien, les firmes transnationales finalement sélectionnent des espaces productifs qui vont offrir le plus d'avantages comparatifs. Donc, quand une grande marque comme Amazon veut s'implanter, par exemple, je dis n'importe où en Europe occidentale, eh bien, elle va évaluer les avantages comparatifs qu'offrent les différents territoires européens. Donc, qu'est-ce que sont les avantages comparatifs d'un territoire? C'est l'ensemble des éléments qui lui permettent d'être plus attractif que les autres. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, l'accès à un important réseau de communication, présence ou pas de nœud autoroutier à proximité, présence d'importantes villes à proximité pour pouvoir avoir de nombreux consommateurs, présence d'importantes ressources naturelles à proximité. Si par exemple l'entreprise va avoir besoin de ressources pour produire pour sa production. Donc tous ces éléments, proximité de réseau de transport, proximité d'un important bassin de consommation, proximité de ressources naturelles, vont conditionner donc l'implantation de ces grandes entreprises. Et donc les entreprises vont sélectionner donc les territoires en évaluant leurs avantages comparatifs. Les acteurs publics ont également un rôle majeur à côté des firmes transnationales dans la répartition du travail et des entreprises. Les États, par exemple, vont fixer le cadre juridique, fiscal et social dans lequel les entreprises évoluent. Ainsi, par exemple, l'Irlande, qui fait partie de l'Union européenne, qui taxe les bénéfices des entreprises à 12,5%, alors qu'en France, c'est 33%. Les bénéfices sont taxés à 33% en France, seulement 12,5% en Irlande. Donc quand vous êtes une entreprise étrangère, eh bien, vous allez peut-être vous installer plus facilement en Irlande qu'en France, parce que vous savez que les bénéfices que vous allez faire seront moins taxés. Donc l'Irlande va abriter de nombreux sièges européens de grandes firmes transnationales, comme par exemple
Google Europe, je crois, à son siège à Dublin, ce qui pose des problèmes parce qu'évidemment, ils font l'essentiel de leur commerce, par exemple en France, en Allemagne, mais ils payent des impôts en Irlande, c'est-à-dire ils ont mis en concurrence les territoires et ils vont implanter leur siège social, c'est-à-dire là où on va payer les impôts, dans l'État qui offre les avantages fiscaux les plus intéressants. Par ailleurs, les États vont aussi aménager leur territoire pour les rendre plus attractifs. Par exemple, construire des infrastructures routières, des autoroutes, de nouveaux aéroports, pour que le territoire soit toujours plus attractif et que les entreprises, des grandes entreprises étrangères, aient envie de s'y installer, parce que si elles s'y installent, elles vont créer de l'emploi. Si elles créent de l'emploi, c'est bon pour les politiques, qui pourront se faire réélire, la population sera contente. S'il y a davantage de gens qui travaillent, ça fait davantage de gens qui cotisent, le système économique, le système social va mieux, et tout le monde est content. Sauf peut-être des fois les travailleurs, car ça peut se faire à leur dépens, l'installation de ces grandes firmes transnationales. Et puis ça peut aussi détruire de l'emploi, si on pense par exemple à Amazon qui accusait régulièrement de détruire les petits commerces des villes euh, par le biais de ces ventes par correspondance. Donc la mondialisation, elle oblige à remettre en cause l'État comme cadre territorial pertinent, hein. Les entreprises sortent du cadre restreint de l'État et aujourd'hui des instances supranationales, c'est-à-dire au-dessus des nations, au-dessus des États, comme ce qu'on appelle les zones d'intégration régionale, les ZIR, dont par exemple l'Union européenne, qui est une zone d'intégration régionale, eh bien ces instances supranationales, elles vont faciliter la mobilité des hommes, la mobilité des capitaux, la mobilité des marchandises et des services. Exemple, puisque j'ai cité déjà l'exemple de l'Union européenne, eh bien, une entreprise qui s'installe dans l'Union européenne va profiter d'un marché de près de 450 millions d'habitants. Et du fait de la libre circulation des capitaux, des travailleurs, de l'abolition à l'intérieur des frontières de l'Union européenne des droits de douane, etc., eh bien, il y a une mise en concurrence en fait de ces territoires alors que le coût de la manœuvre n'est pas le même en France, en Allemagne, par exemple, avec la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie, alors que tous ces territoires font partie de l'Union européenne. Donc les États ou l'Union européenne, en contrepartie, peuvent aussi contraindre les firmes transnationales. Par exemple, plusieurs pays européens, dont la France, veulent taxer plus fortement les GAFAM. Donc Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, eh bien, notamment le gouvernement français récemment a annoncé sa volonté de taxer les GAFAM. Ou encore, certains pays européens voudraient imposer des normes environnementales, notamment aux constructeurs automobiles. Donc ça, c'est pour contrebalancer justement cette mise en concurrence des territoires de l'Union européenne. Alors pour illustrer justement le fait que l'Union européenne souhaite taxer les GAFAM, vous avez cette diapositive issue du site l'opinion.fr qui montre les tensions entre l'Union européenne et les GAFAM. Et donc on voit ici l'ex-président emblématique Donald Trump qui défend les géants américains Google, Apple, Facebook, représentés par des gros joueurs balèzes du football américain casqués, face à la présidente de la Commission européenne et de l'Europe, incarnée, on peut peut-être reconnaître éventuellement Macron et Donald Trump, qui dit vous vous en prenez toujours aux joueurs américains, c'est pas juste, parce que là on a un arbitre qui met un carton rouge, c'est-à-dire stop comment dire, aux contournements fiscaux qui sont pratiqués par les GAFAM. Et donc, la Commission européenne met un carton rouge aux entreprises américaines. Et on vous dit en légende, depuis 2014, l'Union européenne a infligé plus de 7 milliards d'euros d'amende aux GAFAM pour entente ou abus de position dominante. C'est-à-dire qu'il faut protéger les données personnelles des utilisateurs et il faut taxer davantage ces entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale, c'est-à-dire qu'elles ne déclarent pas forcément tout ce qu'elles produisent au sein d'un pays et elles cherchent à payer le moins d'impôts possible, alors qu'elles font évidemment l'essentiel de leurs recettes dans les pays de l'Union européenne. Et elles sont également parfois accusées d'entente, c'est-à-dire d'entente notamment sur les prix, et donc de casser la concurrence et d'abuser de leur position dominante
pour justement fixer des prix qui seraient peut-être prohibitifs. Donc l'Union européenne essaye d'arbitrer ces différends, mais le président Trump ne se laissait pas faire et imposait en retour des taxes aux entreprises européennes.